Ces derniers jours ont été marqués par des soubresauts, c'est le moins que l'on puisse dire, notamment avec les événements du 30 janvier à Kinshasa, Kindu et Lubumbashi, et l'assassinat du colonel Mamadou Ndala Beni, et hier soir des combats entre l'armée congolaise et des combattants Maï-Maï dans le Katanga. Est-ce que, au regard de cette actualité, peut-on réellement croire à une stabilisation du Congo, premièrement? Et est-ce que, par exemple, l'assassinat du colonel Ndala ne risque-t-elle pas de remettre en cause la résurrection de l'armée congolaise? Il y a plusieurs choses. D'abord, le premier élément, on doit continuer à travailler à une stabilisation de la situation au Congo et en particulier dans l'Est. La Belgique y travaille depuis pas mal de temps. Personnellement, j'ai eu l'occasion depuis maintenant près de 2 ans de reprendre un bâton de pèlerin et d'essayer de ramener sans cesse ce dossier à l'agenda international, que ce soit dans l'Union européenne ou au sein des Nations Unies, souvent avec le soutien de partenaires. Je pense à des membres permanents du Conseil de sécurité, beaucoup de contacts avec mes collègues français ou britanniques par exemple sur ce dossier, mais aussi américains. Et il faut sans arrêt revenir sur cette démarche. Alors cela passe par plusieurs choses, mais pour venir au volet sécuritaire que vous évoquez, ça passe bien entendu peut-être d'abord par une stabilisation de la situation sécuritaire dans la région. Et on peut quand même remarquer des progrès. Alors, le premier progrès, vous l'avez rappelé, c'est cette victoire d'une certaine façon sur le M23, sur une rébellion, grâce bien sûr aux forces armées congolaises, d'ailleurs grâce aussi à travers ces forces armées au rôle de formation et d'accompagnement qu'ont joué plusieurs pays occidentaux, dont la Belgique en la matière, grâce à un soutien africain aussi sans faille, parce qu'on a vu le renforcement de la MONUSCO par une brigade internationale, mais avec des troupes venant de 3 pays africains. J'ai chaque fois dans mes contacts bilatéraux salué cet effort fait en Afrique même sur le sujet. Alors c'est un point important. Après cela, il y a 2 problèmes qui vont se poser. Le premier, vous l'avez évoqué, c'est les risques régulièrement d'actes de violence à l'un ou l'autre endroit. Et il faut être ferme à cet égard, et les réactions doivent être très fermes de la part non seulement des forces armées congolaises, mais aussi des forces internationales qui sont présentes sur le terrain. Et puis il faut penser à toute une série d'autres groupes qui sont présents dans l'Est du Congo et qui peuvent soit entraîner des violences très graves sur les populations, et notamment les populations civiles, je pense particulièrement aux femmes qui font l'objet de violences dramatiques. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec certaines d'entre elles lors de mes visites, y compris dans l'Est du Congo, mais aussi qui peuvent porter atteinte à la stabilité de pays voisins. On sait qu'il y a des groupes qui peuvent porter atteinte à la stabilité au Rwanda, en Ouganda, parce qu'il y a des liens évidemment transfrontaliers. Et la communauté internationale doit être attentive à cette situation. Donc voilà, je ne dis pas qu'on a stabilisé la situation, on a fait des progrès, notamment à l'égard de cette rébellion du M23. Je constate qu'il y a une capacité de réaction des forces armées congolaises lorsque des incidents se produisent, comme on a connu ces derniers jours. J'avais par exemple le Premier ministre Matata en ligne, et il me dit, à Kindu, les bataillons qui ont été formés par les Belges ont pu réagir très vite et ramener le calme assez rapidement. Mais il va falloir rester attentif, et surtout, je le répète, s'occuper d'un certain nombre de groupes, je pense par exemple au FDLR, qui peuvent porter atteinte à la stabilité de la région. Alors justement, vous évoquez les FDLR, on peut évoquer aussi l'ADF NALU qui semble plus nuisible dans la région par rapport à FDLR qui en courant 2013 se sont affaiblis. L'ONU, après la traque du M23, a annoncé celle de ces 2 groupes rebelles. La Belgique soutient-elle cette stratégie? Si oui, de quelle manière? Alors non seulement on soutient, mais j'ai demandé que cette stratégie se mette en place. J'ai eu l'occasion d'accueillir Martin Kobler à son arrivée à Kinshasa. J'étais sur place. Heureusement, nous avions aussi un nouveau général en charge de la MONUSCO, Gérard dos Santos, et avec les 2, on a réellement fait la même analyse, de se dire, si l'on veut éradiquer cette rébellion qui est le M23, et d'une certaine manière le faire sans avoir de difficultés par des soutiens extérieurs à cette rébellion, il faut montrer une volonté ferme de s'attaquer à d'autres groupes. Et on a cité très clairement les 2 groupes que vous évoquez. Et je suis heureux de voir que la MONUSCO va clairement dans ce sens, avec le soutien de toute la machine onusienne, avec le soutien de la communauté internationale, et maintenant avec une certaine détermination aussi des forces armées congolaises. Alors la Belgique peut aider d'abord par toutes ces démarches que nous faisons, par le soutien que nous apportons bien entendu à la MONUSCO, je rappelle que c'est une intervention des Nations Unies, mais par tous les efforts de formation que nous continuons, et même les efforts logistiques, puisqu'il y a un soutien logistique de la Belgique aussi en la matière. Mais il faut y être attentif, sans avoir une action déterminante sur tous ces groupes qui se trouvent dans la région, et en particulier ceux qui peuvent avoir un impact transfrontalier,
on ne stabilisera pas la situation. Et donc on va devoir continuer à agir de la sorte. Et je veux dire que ces derniers mois, on a vu une évolution, à la fois du côté onusien, la détermination de plus en plus claire de ne pas simplement, si j'ose dire, tenter de protéger de manière presque passive des populations civiles, mais de jouer un rôle plus offensif lorsque c'est nécessaire. Et puis je le sens aussi des pays voisins qui commencent à se dire, je vais utiliser la formule sur place, qu'il est peut-être utile de participer à la solution s'ils ne font pas partie du problème. Toujours concernant le M23, donc suite aux conclusions du dialogue de paix de Kampala dans lequel le M23 s'est engagé à renoncer à la rébellion armée et à la dissolution de son mouvement, quel devait être selon vous le destin du commandement militaire du M23? Certains demandent par exemple que son ancien chef militaire, Sultani Makenga, qui réside actuellement à Kampala, sous protection ougandaise, soit livré à la justice. Alors il y a 2 ou 3 éléments là aussi. Le premier, il faut se casser une mécanique qui est en route dans la région depuis longtemps. On amnistie, on réintègre, et à la date de l'amnistie ou de la réintégration, on sait déjà quel sera le nom du prochain mouvement de rébellion. Donc on doit stopper cette idée, j'ai utilisé plusieurs fois la formule, à force de réintégrer des indisciplinés, on intègre l'indiscipline, et on se retrouve avec une rébellion suivante. Donc première chose à faire, séparer le bon grain, ou du moins le moins mauvais grain, de l'ivraie. Et se dire, il y a des cas où on ne peut pas amnistier 3 fois quelqu'un au fil du temps. Donc il faut pouvoir dire, dans un certain nombre de cas, il n'y a pas d'impunité et on doit poursuivre. Quand on parle de réintégration, il faut pouvoir se dire aussi, certains ne peuvent pas être réintégrés, mais tout le monde ne doit pas être réintégré comme chef militaire dans sa propre région. On peut avoir des réintégrations ailleurs que dans l'armée, on peut aussi avoir des réintégrations ailleurs dans le pays que dans l'Est du Congo. Et donc le premier travail à faire, c'est celui-là. Moi je crois qu'on doit prôner une réconciliation, on doit prôner une capacité de faire revenir finalement à une vie pacifique et donc à une absence de rébellion armée toute une série d'intervenants, mais il y a des cas, je l'ai dit depuis le début, où la ligne rouge est franchie et où on ne doit pas accepter de nouveau d'amnistier ou de réintégrer lorsqu'on a affaire à des criminels de guerre graves et qui en plus souvent ont déjà fait l'objet de mesures d'amnistie ou de réintégration dans le passé. Donc voilà, et je pense que ça a été accepté par la communauté internationale parce que j'ai vu que beaucoup de mes collègues défendaient cette même idée et que finalement dans les négociations, on a repris cette idée de ne pas aller trop loin dans ce que l'on demande à la République démocratique du Congo. Donc la Belgique soutient le gouvernement congolais quand celui-ci refuse de réintégrer la leadership militaire du M23 dans l'armée congolaise. En tout cas, quand on souhaite faire le tri des personnalités en fonction des responsabilités qui sont les leurs. Quand on a des situations de crimes de guerre graves, je crois qu'on doit vraiment pouvoir lutter contre cette impunité qui sinon sévit dans la région. Et deuxième élément, choisir aussi le type de réintégration. Quand on fait revenir un certain nombre de personnes, ce n'est pas nécessairement comme commandant militaire dans l'Est du Congo. Ça peut être ailleurs dans l'armée et dans le pays, ça peut être aussi dans d'autres tâches. Et il y a des programmes que la communauté internationale va devoir mettre en œuvre pour organiser cette réintégration d'une manière correcte. Alors on a évoqué le volet sécuritaire. Passons au volet strictement politique de la région. Monsieur le ministre, d'ici 2016, la région sera confrontée à des échéances électorales très importantes. Notamment les présidentielles, en juin 2015 au Burundi, décembre 2016 en RDC, juillet 2017 pour le Rwanda. Or, dans ces 3 pays, les seconds mandats des 3 présidents qui sont actuellement en place arriveront à terme. Si ces présidents décidaient de briguer un 3e mandat, est-ce que la Belgique soutiendrait les processus électoraux de ces pays? Et comment se positionnerait l'Europe, ou comment devrait se positionner l'Europe, qui est l'un des premiers contributeurs financiers de la région des Grands Lacs par rapport à cette éventuelle décision d'un, 2 ou des 3 présidents actuels? Là aussi, première chose, cette question se pose effectivement dans toute la région. Question d'un 3e mandat, ou en tout cas d'un mandat de très longue durée. C'est un premier élément. Deuxième élément que je veux quand même toujours rappeler à l'égard de l'ensemble des citoyens africains qui participent à ces élections, il n'y a pas de règle universelle en la matière. Il y a des pays à travers le monde où un certain nombre de dirigeants se présentent pour la 3e ou la 4e fois et peuvent obtenir un 3e ou un 4e mandat. Donc il faut non plus ne pas trop tomber dans une vision qui serait automatique. Mais le 3e élément, c'est que des constitutions existent. Et quand une constitution prévoit qu'il n'y a pas de 3e mandat, il n'y a pas lieu de changer la constitution et d'imaginer un 3e mandat. Mais pour répondre à votre question, je dois d'abord me réjouir qu'à la suite d'une concertation nationale, si je prends l'exemple de la République démocratique du Congo, le président a annoncé sa volonté de respecter non seulement la lettre, mais l'esprit de la Constitution.
Donc ce qui m'intéresse maintenant, je crois d'ailleurs que le calendrier préparé par la CENI, par l'abbé Malou Malou et son équipe, se trouve sur la table du Parlement pour une session extraordinaire et en urgence. Je crois que l'on doit maintenant avancer vers l'organisation des élections locales et provinciales, la remise à jour des listes électorales et les élections parlementaires et présidentielles. Moi, je ne suis pas attaché à un calendrier à 3 mois près, mais je ne souhaite pas des reports en année. Et donc, on doit vraiment maintenant avancer sur 2014, 2015, 2016 dans ce processus. On aura le même débat dans les pays voisins, au Burundi comme au Rwanda. Je pense que dans un système démocratique, il faut effectivement pouvoir fixer des limites, mais certainement, lorsqu'elles sont fixées dans la Constitution, il faut les respecter. Alors, je ne dis pas ce que nous ferions au cas où, puisque je peux d'abord, vous me permettrez, me réjouir de voir que, après tout ce que l'on avait dit, à l'issue de la concertation nationale, le discours tenu par le président Kabila était un discours de respect de la lettre comme de l'esprit de la Constitution. Quel type d'appui va apporter la Belgique aux élections de l'année prochaine? Alors j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, j'en reparlerai encore prochainement avec l'abbé Malou Malou. Je crois que ce que l'on doit d'abord voir, c'est comment réduire les coûts des élections dans un pays comme le Congo et faire en sorte qu'on puisse les organiser plus simplement. Lui avait terminé les élections de 2006 sans laisser de dette à ses successeurs. On constate que quand il vient de reprendre la commission électorale, il y avait une dette, je pense, de l'ordre de 80 millions de dollars ou d'euros. Les chiffres peuvent varier. Mais cela étant, première chose que l'on peut faire, c'est voir comment s'y prendre suffisamment tôt. On ne doit pas venir du matériel au dernier moment, organiser les choses au dernier moment. Donc la MONUSCO, par exemple, peut jouer un rôle pour aider en la matière. Si on organise un certain nombre de soutiens logistiques en les préparant suffisamment tôt, on peut stocker du matériel dans les provinces, on peut le réutiliser pour une autre élection. Donc il y a un certain nombre de choses, il faut des lieux sécurisés pour cela. Je crois que c'est une première chose. Deuxième élément, nous avions prévu dans nos budgets de coopération des moyens pour soutenir l'organisation des élections locales et provinciales, à la condition qu'on ait une analyse positive de la manière dont ces élections se déroulent. Donc nous sommes prêts à intervenir financièrement, comme d'autres acteurs d'ailleurs, je pense également, si l'on entre dans un processus correct de préparation des élections. Et je dois dire que je suis assez confiant dans le rôle de la CENI, de la nouvelle commission, parce que je suis assez confiant dans le rôle de son président, qui avait fait ses preuves déjà en 2006. Maintenant, nous verrons, et on va voir maintenant quelles seront les demandes, parce qu'il y a d'abord un appui budgétaire qui va devoir venir du gouvernement congolais lui-même. Lorsque cet appui aura été défini, nous verrons quelles seront les demandes à l'égard de la communauté internationale. Côté congolais, en septembre dernier, la Belgique a annoncé un plan Marshall pour la RDC, voire aussi son voisinage. Quels sont les objectifs et les contenus de ce plan? Et est-ce que ce plan Marshall sera conditionné à l'éradication des groupes rebelles dans l'est du pays? Oui, d'abord, il faut bien resituer cela. Ce que je crois surtout, bon, la Belgique est prête à participer à une opération de grande envergure. Mais l'origine de tout cela, et je tiens à le saluer d'ailleurs, ce phénomène, c'est la présence en République démocratique du Congo, ensemble, du secrétaire général des Nations Unies et du président de la Banque mondiale. J'ai eu l'occasion de leur en parler séparément en bilatéral. Voir les deux, secrétaire général des Nations Unies et président de la Banque mondiale, venir dans l'est du Congo et annoncer deux choses finalement fondamentales. C'est que l'on va travailler à la fois sur le volet sécuritaire, mais aussi sur le volet développement. C'est une première chose. On ne va pas travailler sur un pilier sans l'autre, sinon ça n'aurait pas de sens. Mais que deux, il y a des montants disponibles. On a parlé d'1 milliard de dollars dans l'ensemble de l'effort possible de la Banque mondiale. Et ce que la Belgique dit simplement, on appelle ça d'une façon ou d'une autre, c'est que nous sommes prêts, avec la Commission européenne, avec d'autres bailleurs de fonds internationaux, mais aussi en bailleurs de fonds bilatéral, à venir en support et à tenter de définir un projet de développement pour l'ensemble de cette région. J'insiste seulement sur un point, parce que j'ai fait le tour aussi de certains pays voisins. L'ambition, quand on parle du développement, c'est d'investir dans l'est du Congo. On peut évidemment aussi investir à l'est du Congo, mais il faut que la majeure partie des investissements permettent de développer la situation dans l'est du Congo. Parce que je comprends bien que toute une série de pays voisins se disent il y a une manne budgétaire qui est là, comment l'utiliser? Ça doit se faire au bénéfice d'une stabilisation de l'ensemble de la région, c'est vrai, mais en particulier de l'est du Congo. Alors voilà, la Belgique est tout à fait prête à participer à la démarche. J'ai d'ailleurs insisté auprès de plusieurs responsables de la région, mais en particulier des responsables congolais, pour que des listes de projets soient clairement présentées et définies comme priorité auprès de la Banque mondiale et auprès des bailleurs de fonds internationaux. Mais c'est vrai que je souhaiterais que l'on puisse mettre en œuvre un plan d'ensemble où tous les bailleurs de fonds interviennent en même temps pour soutenir les mêmes priorités. On ne pourra pas régler le problème sécuritaire sans régler aussi le problème de développement. Et ce n'est pas
une situation particulière de l'Est du Congo. C'est vrai dans beaucoup de conflits à travers le monde. Le milliard que vous évoquez, c'était la base de départ, C'était la base de départ annoncée de la Banque mondiale. Maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est quels sont les projets, quelle est la planification, quelle est la part aussi supportée par des bailleurs de fonds internationaux ou par des États. Parce qu'il n'est pas exclu, quand on parle de projets avec des pays voisins du Congo, qu'il y ait aussi une part provenant des budgets des pays eux-mêmes. Donc tout cela, c'est la démarche que nous souhaitons lancer, mais ce qu'on souhaite surtout faire passer comme message, c'est que c'est urgent. C'est qu'il ne faut pas considérer que l'on va travailler un problème après l'autre. On ne va pas régler définitivement, je l'entends parfois dire, le volet sécuritaire, puis commencer à s'occuper du développement, puis s'occuper des réformes politiques. Le tout doit démarrer en même temps. Et c'est là que nous sommes vraiment demandeurs. Maintenant, il y a des listes de projets qui existent à la Banque mondiale. Nous sommes demandeurs maintenant pour que l'on puisse définir ce plan d'ensemble. Alors, qui dit financement dit aussi transparence. Or, la Cour des comptes européenne, pour le cas du Congo, a publié un rapport dans lequel elle a épinglé l'Union européenne pour la mauvaise gestion de son aide en RDC. Donc, sur les 1,9 milliard d'euros financés, versés en 8 ans entre 2003 et 2011, l'audit dénonce une évaporation des fonds et des résultats limités sur le terrain. Ce n'est pas de bon augure pour ce plan Marshall mais j'ai cru lire en disant, j'ai lu le rapport, mais j'ai cru lire les mêmes rapports dans les dernières années de la Cour des comptes européenne sur l'intervention des fonds structurels européens dans des pays européens. Donc, première chose, ne pas trop stigmatiser la situation. J'ai l'habitude de lire ces rapports, et je crois qu'il faut être très attentif au contenu de ces rapports, mais c'est toute la machine européenne qui doit être examinée. Vous savez que depuis des années, moi j'étais ministre des Finances pendant très longtemps, on n'approuvait même pas les comptes de l'Union européenne. La Cour des comptes le refusait, et plusieurs pays ne souhaitaient pas approuver les comptes, tellement il y avait de réserves, mais en ce compris sur l'utilisation des fonds structurels européens en Europe, en ce compris des fraudes dans l'utilisation des fonds européens en Europe. Et donc le premier regard que l'on doit porter, c'est sur la façon dont nous nous comportons. Je dis nous, les Européens. Est-ce que la machine européenne prend assez de précautions dans la gestion de ces fonds, que ce soit à l'intérieur de l'Union ou en dehors? Deuxième élément, évidemment, il y a une série de recommandations qui sont formulées par la Cour des comptes. Moi, c'est ma première demande, c'est que l'on mette d'abord ces recommandations en place dans le fonctionnement de la machine européenne, dans les relations avec nos partenaires. C'est d'ailleurs une des raisons, mais c'est une réflexion plus personnelle, une des raisons pour lesquelles je suis toujours très, très prudent dans la démarche lorsqu'on nous dit aller plutôt vers l'aide budgétaire que vers l'aide par projet. Il n'y a pas de solution miracle. Mais je crois que ce soit par une aide directe à des projets ou par une aide budgétaire, on doit quand même être attentif à l'utilisation finale des moyens. Et une de mes préoccupations, je ne le cache pas non plus, c'est, y compris en matière de coopération au développement, de faire en sorte que les moyens consacrés à la structure de l'aide au développement, je veux dire par là, aux moyens que nous envoyons nous-mêmes sur place, à nos coopérants, à leur équipement, ne soient pas surdimensionnés par rapport à l'aide qui aboutit finalement aux populations. Alors voilà, je crois qu'il faut être attentif, bien entendu, à ces remarques, mais je veux simplement signaler que ce n'est pas exclusif de l'Afrique centrale. C'est un type de remarque que malheureusement on a souvent entendu de la Cour des comptes ou lu de la Cour des comptes à propos de budget européen, et nous devons maintenant mettre en œuvre les recommandations. Pensez-vous que les concertations nationales congolaises ont été un succès et que le président Kabila va finalement créer un gouvernement d'unité nationale? D'abord, je commence, depuis maintenant un peu plus de 2 ans que je fais aux affaires étrangères, à m'habituer à une présence un peu partout dans le monde et à m'habituer au rythme de chacune des parties du monde. Et donc, j'ai des collègues qui s'attendent toujours à ce que le lendemain, un gouvernement soit formé ou des ministres soient désignés. J'ai pris un peu l'habitude du rythme, mais je le regrette un peu. Je pense que, peut-être allusion à la concertation nationale, on avait un processus très intéressant, avec toute une série d'intervenants qui ont pu y participer, en ce compris d'ailleurs la commission électorale. Je vois que maintenant, le calendrier de la commission électorale, je vous le disais, vient clairement en urgence sur la table du Parlement. C'est une bonne chose. Mais je souhaiterais que l'on puisse aussi voir arriver le nouveau gouvernement de manière assez rapide, parce que le temps passe, et plus le temps passe, plus il est difficile de discuter. Je compte d'ailleurs me rendre à nouveau au Congo, mais si possible pour rencontrer le nouveau gouvernement. Difficile de discuter de réformes et de nouveaux projets de développement ou de réforme interne à moyen terme si l'on n'a pas en face de soi, à côté du président, un gouvernement pleinement installé. Mais cela étant, la concertation nationale, je crois qu'elle a débouché sur des choses intéressantes. Et la première, je tiens à le rappeler à nouveau, c'est cette présentation par le président lui-même des résultats de la concertation. Parce que tout le monde s'attendait, j'entendais ça un peu partout, à des changements constitutionnels, à des modifications dans le cadre électoral. Je le répète, le premier discours a été de dire clairement non, on va respecter l'esprit comme la lettre de la Constitution.
Je pense qu'on entre dans un processus qui maintenant devrait se traduire par la mise en place du gouvernement. Je crains d'ailleurs que si ça n'est pas le cas rapidement, on va voir alors s'effilocher toute une série d'actions possibles dans le pays et revenir, ce que j'entends très souvent, une certaine fatigue de la communauté internationale. Donc moi je presse un peu les autorités congolaises maintenant à franchir le pas. J'espère que dans ce début d'année, nous verrons un nouveau gouvernement se mettre en place. Vous avez annoncé et vous confirmez, vous descendrez en RDC avec le Premier ministre Elio Di Rupo? Je n'ai jamais annoncé cela, donc je n'ai pas à le confirmer. Le Premier ministre n'est pas opposé à l'idée d'un déplacement, mais il ne s'est jamais engagé en la matière. Ce que je peux vous confirmer, c'est que j'ai bien l'intention, mais ce sera, je crois, le 5e voyage en RDC en 2 ans, j'ai bien l'intention de me rendre à nouveau en RDC pour saluer l'arrivée d'un nouveau gouvernement et entamer cette discussion. J'ai des collègues d'ailleurs, soit parlementaires, soit ministres, qui font la démarche aussi. Moi, j'ai repris le chemin, d'une certaine façon, du Congo. Vous savez, après les élections présidentielles de novembre 2011, il y avait beaucoup d'hésitation dans la plupart des pays de se dire est-ce que l'on va au Congo? C'était le débat sur assiste-t-on ou non à l'installation du président? Va-t-on rendre visite ou non? De quelle façon? J'ai pris la décision au mois de mars 2012 de dire non, il faut y aller. D'abord, nous avons une responsabilité particulière, peut-être comme Belges, mais en outre, la communauté internationale ne peut pas simplement rester en dehors de ce qui se passe au Congo et en particulier dans l'Est. Depuis, les visites, les contacts se sont multipliés. J'en suis très heureux. Mais ça n'empêche pas que quand je m'y rendrai à nouveau pour voir un nouveau gouvernement, on devra insister toujours sur les mêmes points. Même si on stabilise la situation sécuritaire, on n'est pas au bout du travail à l'Est, même si on peut commencer à travailler sur un plan de développement, il y a d'importantes réformes qui doivent encore être mises en œuvre en matière de gouvernance au Congo. Et ça, c'est un débat sur lequel on doit revenir en permanence. Alors, je crois qu'il ne faut pas de malentendu sur cela. Dans la région, les problèmes de sécurité, les problèmes de développement sont évidemment fondamentaux, mais il faut les accompagner d'une évolution en matière de gouvernance. Et ce n'est pas spécifique au Congo, mais c'est particulièrement vrai au Congo. Alors on va passer... On passe effectivement au Burundi. On traverse la frontière. Monsieur le ministre, quelques questions à présent par rapport au Burundi. Donc la Belgique est l'un des partenaires prioritaires du Burundi dans son développement, en termes de santé, en termes de développement rural et aussi en termes d'éducation. Est-ce qu'elle peut continuer à tenir ce rôle alors que les droits de l'homme, la bonne gouvernance et la sécurité sont en souffrance actuellement dans ce pays? D'abord, on doit toujours être attentif à tenir ce rôle auprès des populations locales. Ce n'est pas seulement vrai au Burundi, c'est vrai à beaucoup d'autres endroits. Chaque fois que l'on me dit ne pourrait-on pas arrêter telle ou telle action, il faut toujours se demander est-ce que cette action, elle vise directement les populations ou est-ce qu'elle a peut-être un impact sur le fonctionnement d'un gouvernement et sur la gouvernance. J'ai eu l'occasion, en me rendant au 50e anniversaire de l'indépendance du Burundi, d'aller voir sur le terrain comment des actions portent leurs fruits. Je trouve que ce serait catastrophique de ne pas continuer à aider des populations locales en matière notamment de santé ou d'éducation, dans toute une série de domaines, notamment dans la gestion de l'agriculture, pour prendre un exemple concret. Mais à côté de cela, on doit faire passer des messages clairs, en ce compris parfois à travers des décisions budgétaires vers les gouvernements, sur un certain nombre d'inquiétudes que nous avons. Bon, dans les inquiétudes, comme partout dans la région, le respect d'un processus électoral normal. Le débat sur les troisièmes mandats, c'est un débat qui intervient un peu partout dans la région, mais aussi un débat plus spécifique quand on voit apparaître une législation sur la presse qui pose problème, il faut clairement intervenir. Moi, je l'ai fait en bilatéral à plusieurs reprises. Vous savez que le texte a été amendé, d'ailleurs. Je ne dis pas que les amendements suffisent, mais on a déjà vu une certaine amélioration. Je souhaite qu'on continue et de faire comprendre très clairement que des textes comme celui sur la presse ou celui sur les ONG, ce sont des textes qui ne vont pas dans le bon sens en matière de droits de l'homme. Donc la communauté internationale doit faire pression. Mais avant de prendre des mesures, comme on dit, de rétorsion ou de pression, il faut bien voir quel est l'impact de ces mesures. Et donc tout ce qui concerne une aide directe à la population, je suis plutôt partisan, chaque fois qu'on est confronté à ce problème, à maintenir la démarche et à essayer de garder ce contact direct avec la population. Mais nous avons une préoccupation sur la gouvernance, que ce soit en matière, je disais, électorale ou dans un certain nombre de législations qui posent problème. Et je les ai évoquées en direct dans les contacts bilatéraux. J'ai même proposé, d'ailleurs c'est ce qui était programmé, c'est que des ministres burundais viennent s'expliquer quand ils viennent à Bruxelles, pas seulement dans un contact bilatéral avec un gouvernement, mais aient l'occasion de rencontrer le Parlement européen, notre Parlement national, pour débattre et défendre leur point de vue. Parce que sur un certain nombre de thèmes, ils estiment pouvoir défendre leur point de vue. Je dis, mais venez le faire. Je crois que ce serait la meilleure façon de s'expliquer. Donc le discours doit être très clair. On doit pouvoir pointer du doigt ce qui ne va pas,
accompagner cette déclaration d'un certain nombre de mesures concrètes pour faire pression, mais ne pas abandonner la population locale. Justement, à propos des médias, c'est vrai que la Belgique occupe un rôle prioritaire dans l'appui aux médias burundais depuis une quinzaine d'années. Vous avez parlé de la loi sur la presse, que chacun qualifie de liberticide. Justement, comment la Belgique peut influencer ou peut peser sur l'évolution, voire même un retour en arrière par rapport à cette loi? En faisant et en poursuivant ce que nous avons fait, c'est-à-dire en ayant des contacts directs au Burundi. Moi, je l'ai fait dans les contacts bilatéraux sur place ou ici à Bruxelles ou à l'occasion de réunions internationales, en revenant systématiquement sur ce dossier, en obtenant, ce qui avait été le cas dans le travail parlementaire, des amendements, même si on pouvait avoir une appréciation sur le caractère insuffisant de ces amendements, et nous allons continuer. Il est évident que chaque fois que l'on peut démontrer qu'une législation évolue dans un sens contraire à ce que nous voulons mettre en place en matière de droits de l'homme, on doit intervenir. Et la Belgique intervient non seulement à travers son ambassade, à travers la présentation européenne, qui font des démarches régulières, mais aussi dans les contacts bilatéraux directs. Et je souhaite d'ailleurs que ce contact se renforce. Un des contacts importants, je l'évoquais à propos des ministres, mais sont les échanges parlementaires. Je crois que ce serait très utile que des parlementaires du Burundi rencontrent des parlementaires européens, belges et autres, y compris des parlementaires du Parlement européen, pour faire l'analyse des textes. Parce que je reconnais aussi, je dois quand même le dire, que certaines des critiques qui ont été évoquées, quand j'ai regardé les textes, j'ai quand même posé des questions. Parce que quand vous faites passer, puis je fais une comparaison de 10 centimes d'euros à 1 euro une sanction, c'est peut-être simplement parce que la sanction antérieure n'avait plus beaucoup d'impact aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est x10, mais 1 euro, ça reste pas grand-chose. Ça étant, il faut faire le tri. Et je reste convaincu qu'aujourd'hui, nous avons encore un certain nombre de messages forts à faire passer auprès de l'autorité burundaise sur ce sujet. J'essaie de le faire en bilatéral, mes collègues le font au niveau européen. Je crois que ce serait d'autant plus utile d'avoir des échanges directs aussi entre parlements ou et pas seulement entre gouvernements. Alors, en octobre 2012, une conférence s'est tenue à Genève par rapport à la mobilisation de fonds au niveau international. Quelles sont un petit peu les suites de cette conférence? Il semblerait effectivement que le montant global de 3 milliards qui avait été promis en octobre 2012 n'ait pas été complètement atteint et qu'on aurait aujourd'hui peut-être seulement atteint 45% de cette somme-là. Alors qu'en est-il exactement? La démarche est toujours la même, c'est qu'il y a évidemment des annonces qui sont faites au moment d'un certain nombre de conférences. En général, je dirais que l'Union européenne et la Belgique d'ailleurs ont tendance à respecter les engagements qui ont été pris. Ce n'est pas toujours le cas, je ne vais pas entrer dans une individualisation des situations, mais j'ai parfois utilisé la formule, dans les bailleurs de fonds, il y en a qui baillent plus qu'ils ne financent. Donc il faut toujours faire attention à faire la différence entre les annonces et la réalisation concrète. Mais ce que nous faisons, c'est deux choses. C'est demander que les annonces, les engagements qui sont pris puissent être exécutés concrètement. Et puis la deuxième, c'est ce que vous évoquiez, de voir dans quelle mesure le timing est le bon. S'il y a des remarques à formuler à l'égard notamment de la gouvernance dans un pays, quel type d'aide mettons en œuvre. Mais moi je reste attentif à l'idée d'abord que l'Union européenne et la Belgique tiennent ces engagements, lorsque l'on prend des engagements concrets, mais aussi de tenter de faire passer le message auprès d'un certain nombre d'autres bailleurs de fonds qui doivent joindre finalement le geste à l'annonce. Alors une question aussi sur le Rwanda à présent. Pensez-vous que le président Kagame est un acteur fiable pour faire évoluer le processus de paix dans cette région des Grands Lacs? Je crois que c'est un acteur important. Et donc moi, ma préoccupation, c'est de faire en sorte que non seulement nous ayons une capacité de dialogue avec les autorités rwandaises et le président Kagame, mais surtout que l'on essaie de voir comment organiser, ce qui se fait de plus en plus depuis les accords d'Addis Abeba, un dialogue entre les dirigeants de la région. Mon souhait, c'est que les dirigeants se parlent. Pourquoi? Parce que on n'a pas de leçons à donner quand on vient de l'Europe. On a suffisamment développé nous-mêmes des conflits sanglants dans le passé, mais on peut au moins faire part d'une expérience, c'est qu'au fil du temps, l'intégration régionale a permis de stabiliser le continent européen en termes de paix, de démocratie et, malgré les crises économiques actuelles, de développement, quand on voit le chemin parcouru. Et donc dans la région des Grands Lacs, comme dans beaucoup d'autres régions en turbulence forte, on doit faire passer ce message d'intégration régionale. Et l'intégration régionale, ça ne veut pas dire le modèle européen, il n'y a pas de modèle, mais au moins les contacts et l'action en commun. Cela passe par des contacts entre les dirigeants, ça passe aussi par des projets concrets. Et donc ce que je souhaite, et je pense que du côté rwandais, on a vu l'évolution ces derniers temps, cette volonté de participer beaucoup plus à la solution que d'être sans arrêt accusé de participer au problème, de dire non, on tente de voir comment participer à une stabilisation sécuritaire. M23 a pu être de cette façon manifestement neutralisé, participer au développement. Moi, je souhaiterais vraiment qu'il y ait des projets communs de développement entre le Rwanda et le Congo, mais avec d'autres partenaires locaux ou internationaux. Et
Et puis, bien entendu, comment faire évoluer la gouvernance, et là, le phénomène électoral va jouer. Vous avez parlé des élections en 2017, comment préparer ces élections et comment permettre que ces élections soient les plus ouvertes possibles. Cette année se dérouleront la 20e commémoration du génocide du Rwanda. Quel regard portez-vous par rapport au chemin parcouru par ce pays dans les 20 dernières années? Je crois d'abord qu'il faut reconnaître la modernisation et la capacité de ce pays à utiliser l'aide internationale dans une infrastructure de qualité et dans un développement de cette infrastructure. On le voit quand on est au Rwanda, on voit très clairement qu'il y a eu une mobilisation internationale très forte ces 20 dernières années, mais que cette mobilisation a permis d'élever assez fortement le niveau de l'infrastructure et de la qualité de cette infrastructure, ce qui est quand même un élément indispensable, non seulement pour la mobilité interne dans le pays, mais pour pouvoir développer une activité économique et la prospérité. Deux, je crois qu'il y a un chemin qui est très long et qui a été largement parcouru, mais qui est un chemin de réconciliation nationale, et on sait que ça prend parfois des générations de mener à bien ce chemin. Je ne veux pas de nouveau nous renvoyer à notre propre histoire européenne. On n'a pas organisé la réconciliation en 3 jours. On a pris du temps pour y arriver. Je pense que c'est un travail qui doit se poursuivre au Rwanda, mais il y a aussi cet élément que j'évoquais. Je pense qu'après 20 ans, on doit pouvoir maintenant se demander comment faire participer le Rwanda, comme l'Ouganda, comme d'autres partenaires, à une véritable intégration régionale, à une logique dans les Grands Lacs. Il y a des intégrations régionales qui se développent bien en Afrique. On le voit dans le sud, la SADC, mais on l'a vu dans d'autres régions, à l'ouest, à l'occasion d'événements tragiques au Mali, on a vu une mobilisation. On voit que l'Est africain s'organise également. Il y a une sorte de zone encore un peu floue, même s'il y a des organisations des Grands Lacs. Tous ces pays appartiennent à d'autres organisations régionales et on ne voit pas bien encore s'organiser cette Afrique centrale. Ça, c'est la 3e démarche que je souhaiterais voir se mettre en place. Pour le reste, nous allons évidemment tenter de marquer cet événement du 20e anniversaire. En Belgique, d'ailleurs, le choix que j'avais proposé, nous allons l'organiser, c'est de tenir à la fin du mois de mars une conférence sur la prévention des génocides. Parce qu'on doit évidemment commémorer, on le fait pour la Shoah, on le fait pour le génocide du Rwanda, mais on doit aussi se demander comment éviter à l'avenir toute situation qui pourrait être génocidaire. Je trouve que parfois on utilise trop vite le mot. Il peut y avoir des massacres, il peut y avoir des drames dans certains pays, il ne faut pas tout de suite parler d'un génocide, mais là on a affaire à une situation génocidaire très claire. Je crois qu'on doit se dire comment éviter à l'avenir que des propos de haine puissent être le début d'un processus. On l'a vu avec Radio Butte-Colline à l'époque, ce sont des phénomènes qu'on doit suivre dans l'analyse que l'on fait dans beaucoup de situations, pas seulement en Afrique d'ailleurs, ailleurs aussi. Et cette volonté de prévenir le génocide, c'est quelque chose sur lequel nous allons travailler. Mais je le répète, je crois qu'il y a un chemin parcouru, qui est un chemin qui sera encore très long, mais on a vu la modernisation du pays, il y a du travail de réconciliation à faire, et il y a surtout du travail d'intégration dans la région. Vous vous rendrez à Kigali en avril prochain? J'ai déjà été à Kigali, maintenant nous allons voir comment toutes ces cérémonies seront organisées, je répondrai volontiers à une invitation. Question sur les préventions des génocides. Alors, certains ont évoqué qu'un génocide serait en cours en RCA. Beaucoup d'experts contestent cette définition. En tout état de cause, de toute façon, malgré l'opération Sangaris, la situation du pays reste extrêmement fragile. Et c'est un dossier sur lequel on a l'impression, et pas seulement l'impression, que la France est très isolée sur ce dossier, et ce, malgré l'appui politique de certains partenaires européens, dont la Belgique, qui est allée au-delà d'un simple appui, avec le support aérien. Jusqu'où la Belgique compte-t-elle s'engager sur le terrain centrafricain, compte tenu du fait que la France demande fortement un engagement fort de votre pays? Oui, il y a 2 choses. D'abord, nous avons réagi très rapidement, comme nous l'avions fait au Mali. Donc, non seulement avec un soutien politique, ça c'est toujours important, mais aussi un soutien logistique. Et la démarche a été faite, et nous l'avons fait d'une part lors de l'opération en Mali, maintenant en Centrafrique. Deuxième élément, il faut quand même regarder la situation d'un pays comme la Belgique. Nous sommes avec d'autres en Afghanistan, nous sommes dans le sud du Liban, nous intervenons en soutien au Mali, nous intervenons en soutien en République centrafricaine, nous sommes en formation au Congo. Je pourrais multiplier encore parce que le Kosovo n'est pas absent de notre champ d'action. Il y a à un moment donné des limites à ce que la Belgique peut faire comme État en venant seul en soutien d'un partenaire. Donc la demande que nous formulons, comme nous l'avons fait pour le Mali, c'est que se mette en place une structure africaine d'abord. Ça c'est un débat qui n'est pas seulement à moyen long terme, qui peut être aussi à court terme. Comment développer une capacité d'intervention
africaine lorsque des problèmes comme ceux-là se posent. On l'a vu avec la brigade d'intervention pour compléter la MONUSCO, c'est possible. Le deuxième élément, c'est comment développer une action européenne à défaut éventuellement d'une action totalement onusienne, mais au moins une action européenne. Parce que nous n'avons pas vocation à envoyer des troupes un peu partout à travers le monde au départ d'un pays comme la Belgique. Alors nous avons plaidé au mois de décembre dans ce sommet européen pour une intégration de la défense européenne. Nous sommes prêts à soutenir des opérations, nous l'avons fait, on le fait au Mali, on le fait en Centrafrique, mais la volonté c'est que le plus rapidement possible, le soutien devienne européen à une opération africaine. Et c'est en train de se mettre en place. Vous voyez bien qu'en Centrafrique aussi, il y a des troupes africaines qui sont présentes, et on doit regarder au niveau européen comment venir en support. Je veux simplement revenir sur effectivement les qualifications qui sont données. Moi je comprends que l'on s'inquiète de l'éventualité d'un génocide, notamment en République centrafricaine. Il faut simplement éviter de trop vite qualifier les faits qui se déroulent de génocide. Je crois que c'est une terminologie trop lourde de sens que pour aller aussi vite dans ce sens. Mais je crois qu'on est par contre clairement sur un terrain qui prépare cette situation si la communauté internationale n'en prend pas suffisamment conscience. On est dans des conflits, notamment religieux, qui sont d'une intensité dramatique depuis déjà pas mal de temps. Je pense qu'on doit être attentif à cette situation. C'est pour ça que je plaide vraiment pour une opération qui soit menée bien entendu par des troupes africaines, mais avec un soutien fort de l'Union européenne. Et la Belgique va y travailler. Concrètement, est-ce que ça veut dire que la Belgique est prête à envoyer des hommes sur le terrain? Ça veut dire que nous avons dit depuis le début que nous étions prêts à faire plus encore que le soutien logistique que nous apportons déjà, si on peut le faire dans un cadre européen. Et est-ce que vous allez annoncer des mesures concrètes lors la prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères qui aura lieu le 20 janvier à Bruxelles? J'espère que nous aurons l'occasion de voir comment monter une véritable opération européenne. Je le répète, nous mettons par exemple régulièrement un soutien logistique. Mais malheureusement, je le regrette, les capacités de soutien logistique de la Belgique ont des limites. Et toute dernière question, est-ce qu'il faudrait changer le mandat, changer la résolution des Nations Unies qui a donné le mandat à la France d'intervenir, de pouvoir intervenir avec la force, en un mandat semblable à Artemis, à l'opération Artemis? Je ne sais pas si on doit être totalement dans les mêmes termes, mais on doit évoluer en tout cas, je le répète, vers des opérations qui permettent à des forces africaines d'abord d'être directement sur le terrain, avec un soutien de la communauté internationale. Le mieux, c'est un soutien à travers des opérations gérées au départ des Nations Unies, mais nous sommes prêts à le faire avec un soutien européen. Moi, ce que j'attends maintenant, c'est notamment que nos collègues français nous donnent leur analyse et l'information complète de ce qu'ils observent aujourd'hui sur le terrain, puisque la France a pris, il faut quand même le rappeler, l'initiative, et moi je m'en réjouis, mais d'agir d'abord seule, en intervenant, que ce soit au Mali ou en République centrafricaine, et puis en nous demandant de venir en soutien. Nous le faisons, on va faire l'analyse de la situation, je l'espère, lors du prochain Conseil Affaires étrangères. Merci.